Vous voulez pas les présenter ? Et on va quand même présenter nos invités qui sont là essentiellement pour le débat, je dis essentiellement, surtout même, sur la loi immigration. Monsieur Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, et monsieur Julien Aubert, vice-président et membre du comité stratégique des Républicains. Pourquoi, évidemment, monsieur Fontaine? C'est parce que dans la loi immigration, il y a ce fameux article 3, c'est bien ça? Article 3 qui parle effectivement des secteurs en tension qui nécessiteraient peut-être une régularisation des travailleurs étrangers. On y viendra d'ici quelques minutes. D'abord, le premier visage du trombinoscope. Et on commence, ça peut paraître étonnant dans l'actualité, mais on commence par le visage d'Anne Frank. Et ouais, si on en parle, c'est parce qu'il y a une polémique autour d'une crèche en Allemagne. Cette crèche, elle s'appelle la crèche Anne Frank, mais elle prévoit de changer de nom. Elle devrait être rebaptisée, alors je ne sais pas si la traduction est tout à fait juste, mais elle devrait être rebaptisée Explorateur du Monde, volonté du conseil d'administration de l'établissement pour, je cite, promouvoir la diversité des enfants. Et évidemment, ça fait polémique dans un contexte de hausse des actes antisémites. Ça se comprend et j'espère d'ailleurs que la polémique fera que cette crèche ne soit pas débaptisée parce que ça paraît absolument hallucinant, surtout en cette époque où on sait que quand même on a une recrudescence des actes antisémites chez nous en France, mais c'est vrai aussi en Allemagne. Et cette crèche est à 180 km du camp Bergen-Belsen où est morte Anne Frank en 1945. Ce qui paraît incroyable, vous l'avez dit, ce sont les raisons, l'inclusion, la diversité. Cette crèche s'appelle Anne Frank depuis les années 70 et la directrice de la crèche dit que ce nom d'Anne Frank est trop difficile à comprendre pour les jeunes enfants et les parents issus de l'immigration qui ne se reconnaissent pas dans ce nom. On aura tout entendu. Débaptiser cette crèche sur ce motif, c'est absolument abject. C'est évidemment une forme de négationnisme. C'est vouloir effacer une partie horrible de l'histoire de l'Allemagne nazie. Et c'est finalement la cancel culture qui est montée à son paroxysme et qui en vient à donner une victoire aux antisémites. Blanche Léridon. C'est vrai que dans le calendrier et dans l'agenda actuel, c'est absolument sidérant, c'est incompréhensible. Et alors j'entends, je me suis bien renseignée sur le sujet, que c'est une décision qui a été prise déjà dès cet été, qui n'est pas encore totalement adoptée et actée. Alors, c'est le conseil municipal qui doit valider le changement de nom. Faites un moratoire, en tout cas, mettez le bouton pause, parce que là, c'est assez indécent. Moi, j'ai même envie de dire jamais. Parce que jamais. À partir du moment où on a choisi d'appeler, je pense même qu'on devrait baptiser d'autres crèches, Anne Frank, plutôt que d'enlever le nom à une crèche. Louison. Et des écoles, et des lycées, des collèges, ce que vous voulez. Moi, je conseillerais à tout le monde de lire ou relire le livre de Lola Lafont, qui s'appelle « Quand tu écouteras cette chanson », qui parle d'Anne Frank et qui parle à quel point Anne Frank, toute sa vie post-mortem d'autrice, a été niée en tant que jeune fille juive, en tant qu'écrivaine, en tant que... Le journal d'Anne Frank reste, il faut le dire, un des livres les plus lus au monde, et c'est tant mieux. Il faudrait justement que les enfants continuent à lire. On l'apprend. Enfin, moi, j'ai découvert le journal d'Anne Frank à l'école, justement. C'est en tant qu'écolier, souvent, qu'on aborde pour la première fois ce livre, le journal d'Anne Frank, livre qu'elle a écrit pendant l'occupation, qu'elle était cachée, et que son père, Otto, je crois, si ma mémoire est bonne, que son père, Otto, a réussi à publier une fois l'après-guerre, et une fois que la pauvre Anne et sa sœur, d'ailleurs, n'ont pas survécu au camp. Pardon. Margot, la sœur, bravo, vous êtes encore plus cultivée que moi, mais je n'en doutais pas, Louison. Moi, j'avais le nom du père, Otto, mais pas le nom de Margot, puisque c'est vrai que les deux sœurs, on l'oublie souvent, ont péri dans les camps. Voilà, on voulait en parler parce que je pense que demain, il y en aura partout dans les journaux de cette affaire, tellement ça paraît incroyable. Deuxième visage du trombinoscope. C'est Éric Dupond-Moretti. Oui. Le Premier J'attendais ministre... qu'il apparaisse, pas dans le studio, mais en photo, voyez-vous. Le garde des Sceaux. Le Premier ministre de la Justice en exercice, donc, à être jugé. Il comparaît pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir utilisé sa position de ministre pour régler des comptes avec 4 magistrats avec qui il avait eu des différends quand il était avocat. Éric Dupond-Moretti, donc, devant la Cour de justice de la République. Il qualifie son procès, je cite, d'infamie. Il se défendra contre les mensonges, les contre-vérités et les injures, dit-il. Il a déjà fait une déclaration, le garde des Sceaux. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je ne vais pas tout lire, je vous rassure. Mais je voudrais brièvement, à cet instant, dans quel état d'esprit vous dire, dans quel état d'esprit je me présente devant vous. J'appartiens à une génération dont on utilisait encore tomber en désuétude en banc d'infamie. Et pour moi et mes proches, ce procès est une infamie. C'est le début de son intervention au garde des Sceaux. Avant de vous faire réagir, je voudrais vous montrer ce dessin de Chaunu dans l'Union de Reims, plutôt amusant. On voit Monsieur Dupond-Moretti qui dit « Mon client est
innocent. Et l'autre dit, c'est moi l'avocat. Qu'est-ce que vous en pensez, Blanche Léridon? C'est vrai que c'est une situation qui peut sembler totalement ubuesque et puis qui... En réalité, la vraie question, c'est est-ce que les ministres sont des justiciables comme les autres et est-ce que c'est aux politiques de juger le politique? Parce que c'est important de le rappeler, dans cette Cour de justice de la République, il y a des parlementaires, donc des élus, donc des politiques qui siègent et qui vont devoir se prononcer sur ce sujet-là. Et c'est vrai que François Hollande avait proposé la suppression de la Cour de justice de la République. Emmanuel Macron l'avait également proposé. Les États généraux de la justice qui ont remis leurs conclusions à ce même garde des Sceaux le proposent aussi. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement inconcevable que ce soit ce même garde des Sceaux qui soit le grand chef d'orchestre de la disparition de cette Cour de justice. Mais c'est vrai que sa pérennité interroge, puisqu'on sait que, je crois que sur 10 jugements, elle a prononcé 4 relax et 4 condamnations avec sursis et qu'aucune peine de prison ferme n'a jamais été prononcée. Est-ce qu'il faut bien la maintenir? C'est une vraie question. Vous êtes en train de nous dire qu'il est tranquille, Éric Dupond-Moretti? Ah non, ça j'en sais rien, je suis pas juriste et je vais pas faire de prédictions, mais en tout cas c'est vrai que la vraie question sous-jacente c'est cette justice à 2 vitesses, est-ce qu'il faut la maintenir? Et en tout cas, on semble que la période ne soit pas propice à sa suppression du fait des affaires. J'ai jamais été particulièrement soutien d'Éric Dupond-Moretti, mais il faut quand même avouer que c'est pas l'affaire du siècle. On parle de quoi concrètement? On parle du non-renouvellement d'un juge d'instruction, en l'occurrence celui de Monaco, et on parle de la mise en audience disciplinaire de 3 magistrats sur le fruit d'un rapport qui lui avait été remis, magistrats qui finalement n'ont pas été sanctionnés. Bon, sincèrement, il y a quand même plus grave dans l'actualité. Il y a des choses qui nous paraissent plus choquantes. Encore peut-être le premier thème qu'on a évoqué aujourd'hui parle peut-être à beaucoup plus de personnes que les accusations qui sont aujourd'hui portées contre Éric Dupond-Moretti. Moi, je dirais pour conclure que le garde des Sceaux dans un tribunal, c'est le maître d'école qui fait des fautes d'orthographe. Donc, c'est quand même pas très jojo comme image. On suivra l'affaire pendant les jours prochains. Le visage suivant, ça va pas forcément faire plaisir à notre invité, monsieur Julien Aubert, parce que c'est quelqu'un qui a fait partie des Républicains, mais je crois maintenant d'ailleurs qu'il Il y en a beaucoup, vous savez. Soutien, je sais, mais il est plutôt soutien aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est Éric Woerth. Ouais, L'Élysée lui a confié une mission. Il a nommé l'ancien ministre du Budget à la tête d'une mission sur la décentralisation et ça vous plaît pas trop, je crois, Laurent. C'est pas que ça me plaît pas trop, c'est que je trouve toujours bizarre quand même. Il y a quand même des gens à qui on peut confier une mission des députés. Il y en a beaucoup, il y en a 577 si ma mémoire est bonne. Et pourquoi on choisit quelqu'un qui est toujours mis en examen? Je suis désolé de vous dire, mais alors voilà, on vient de passer quelques minutes sur l'affaire Dupond-Moretti, mais il se trouve que Éric Woerth, certes, a été relaxé dans différentes affaires précédentes, mais il est quand même toujours mis en examen dans des affaires comme celles qui sont liées à la campagne de Nicolas Sarkozy, mis en examen depuis 2018 pour complicité de financement illégal de campagne électorale. Dans l'affaire Sarkozy kadhafiste, ainsi qu'on l'appelle, il sera jugé, certes, début 2025, donc comme on dit toujours dans ces cas-là, il est présumé innocent, mais enfin, on pourrait peut-être choisir pour une mission, je m'adresse au gouvernement et au président Macron, quelqu'un qui n'est pas mis en examen du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le problème, c'est que vous le sanctionnez. Si vous décidez que parce qu'il est mis en examen, il ne peut pas faire de mission, de facto, quelque part... Non, on sanctionnerait si on lui avait confié la mission avant et qu'on lui enlevait. Mais le choisir, alors qu'on sait déjà qu'il est mis en examen, on lui enlève rien, on lui donne quelque chose. Moi, je pense que c'est la compétence qui doit... C'est la compétence qui doit présider au choix des missions. Après, je comprends votre attitude, mais je pense que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Moi, je pense que quand le secrétaire général de l'Élysée est lui-même mis en examen, Macron a l'air d'aimer ça, donc c'est peut-être une collection, on ne sait pas. Oui, très rapidement. Faut-il encore une réforme? Pardon, Macron a déjà fait adopter la loi 3DS. Non, il en faut, mais j'ai l'impression qu'on est dans une litanie de réformes territoriales et qu'on a un mal fou quand même à démêler le gros du problème et qu'à rechercher la simplification. En fait, on légifère et on ajoute sans cesse des strates successives. Donc j'espère juste que l'aboutissement de cette mission, ce ne sera pas un projet de loi, parce que là, la simplification, c'est certain, on n'aboutira pas à ça. Rapidement, Louis Morin. Pour revenir sur la mise en examen, très rapidement, le problème, c'est la lenteur de la justice. C'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure, mise en examen en 2018, procès qui devrait se tenir en 2025 pour des faits qui remontent à 2007. Voilà, tout est dit. C'est vrai, vous avez raison, tout ça est très très lent. Le visage suivant, c'est celui de Gabriel Attal. Avec ses confidences sur TF1 hier soir, le ministre de l'Éducation racontait avoir subi un déferlement d'insultes et d'injures à la fin du collège. Gabriel Attal qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire, on en a beaucoup parlé, l'une de ses priorités, voilà ce qu'il dit d'ailleurs. Si j'ai à ce point à cœur de m'engager sur le harcèlement scolaire, c'est peut-être parce que le fait d'avoir vécu des injures, ça a forgé quelque chose. Il veut faire passer le message qu'il y a une fin à la souffrance. Oui, alors sauf qu'il ne nous a pas donné le nom, évidemment, de son harceleur, et que depuis, évidemment, il est partout, ce nom, parce que
si c'est bien lui. Lui-même, c'est, j'allais dire, dénoncé, auto-dénoncé. C'est Juan Branco, qu'on connaît, avocat, qu'on a vu sur certains plateaux télé à une époque. Et Juan Branco, je ne vais pas vous lire tout son texte, il est beaucoup trop long, mais ça commence par « Je viens de découvrir l'entretien de Gabriel Attal sur TF1 qui tourne, il faut bien le dire, quasi exclusivement à mon sujet. » Bon, il parle d'instrumentalisation, je vous passe ses arguments, mais ce qui est évidemment drôle, c'est que au tweet de Juan Branco, s'en ont suivi d'autres réactions. Bonsoir Monsieur Branco, je viens de découvrir votre tweet. Je me permets de vous poser une question. Comment pouvez-vous être sûr que le harceleur ce soit vous, puisque vous n'avez pas été cité ni par Gabriel Attal, ni la journaliste, vraiment, sauf si vous vous sentez concerné par la description du personnage harceleur, je ne comprends pas votre tweet. C'est le piégeur piégé ? Sans doute, on peut dire ça. Alors, Gabriel Attal, vous savez que je suis en train de faire un documentaire sur son action, sur lui, et il a beaucoup hésité avant de faire cette interview, parce qu'il voulait vraiment pas se mettre en avant, il voulait pas renvoyer ce sentiment. On n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre d'exercice. Non, il est la très pudique. confidence, Il est très pudique sur ses sentiments, sur sa vie privée. Donc, il a beaucoup hésité jusqu'au dernier moment. Et je l'ai vu cet après-midi. Je lui ai demandé justement ce qu'il en était, comment est-ce qu'il avait vécu les choses. Il me dit, finalement, j'ai bien fait de le faire pour une raison. C'est pour tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui de jeunes qui vivent ce type de harcèlement au quotidien, qui vivent ce type de harcèlement sur fond également d'homophobie et qui n'osent pas en parler dans leur entourage parce que ça reviendrait pour eux à faire un coming out. Il l'avait déjà fait en 2019. En 2019, la même information était parue avec le nom de Juan Branco dans Gala. Voilà pourquoi certains désir c'était pas sur le harcèlement. Il ne parlait pas de harcèlement. Rapidement. Pour revenir à la question la plus rapidement, importante, Blanche. qui est celle de la lutte contre le harcèlement scolaire, je crois qu'on peut aussi lui reconnaître de faire des véritables avancées sur le sujet, puisque vendredi soir, encore dans la nuit, a été voté à l'Assemblée nationale un amendement qui dote de 30 millions d'euros supplémentaires les académies pour faire ce qu'ils appellent des brigades anti-harcèlement. Donc, au-delà de l'exercice de communication, il y a aussi des vrais investissements qui sont faits. Louison, elle fait court toujours, Louison. Alors ça, c'est très bien, allons-y. Je pense que les querelles de récréation, c'est comme les pailles en plastique dans la nature. On les aura toujours un petit peu près de soi. Voilà. Très bien. J'étais sûr que ce serait court, mais efficace en tout cas. On passe au visage d'un sportif. Quelqu'un qui a gagné le tournoi de Bercy ce week-end, c'est Djokovic. Djokovic, ben voilà, vainqueur hier du Rolex Paris Masters. Mais c'est une qui vous a fait réagir, je crois, Laurent. Ah, pas tout à fait. D'abord, il faut le dire, quand même, une 7e victoire à Bercy pour le Serbe Novak Djokovic, qui reste numéro 1 mondial. Djokovic, c'est un peu, je sais pas comment dire, le Verstappen du tennis, en quelque sorte. C'est toujours lui qui gagne à la fin, depuis que Nadal n'est plus en forme et que son jeune successeur espagnol n'est pas encore au top à chaque fois. C'est vraiment lui, le grand vainqueur de chaque tournoi. Mais c'est vrai, vous avez raison, vous avez un peu dévoilé ma surprise. C'est vrai que à la une de l'équipe magazine, ce week-end, c'était un autre joueur, ne le montrez pas encore, un autre joueur de tennis. Est-ce que vous avez vu lequel ? Non. Un joueur de tennis à la une de l'équipe magazine ce week-end ? Non, regardez, qui était à la une de l'équipe magazine ce week-end en tant que tennisman ? Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques Goldman. Ça paraît absolument incroyable, mais c'est tout un dossier sur Jean-Jacques Goldman sportif. Si vous n'avez pas lu l'équipe magazine, je vous le conseille parce que c'est tellement étonnant de voir cette une avec Goldman Avec jouant des cheveux. au tennis, Oui. avec des cheveux. En Avec vous avez plus raison. de cheveux, on dit, Vous Julie, avez quand on est raison. aimable. On n'aura pas le temps de faire tous nos visages, mais je voulais juste terminer avec Brigitte Bardot. Ça va prendre 15 secondes, parce que parfois, Brigitte Bardot a créé la polémique, on le sait, à cause de ses interventions. Mais là, elle a, je trouve, eu des paroles très justes sur Twitter aujourd'hui. C'est 2 phrases seulement, quelques mots, 2 phrases. On n'a pas encore vraiment abordé aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Et écoutez les déclarations de Brigitte Bardot. Elle a tweeté cet après-midi « Je suis horrifiée par ce qui arrive au courageux peuple israélien et aux civils palestiniens. C'est un deuil immense et douloureux qui envahit la planète. » Je crois qu'on ne pouvait pas mieux dire. C'est le résumé terrible, mais idéal de la situation. Voilà pour le dernier visage de notre trombinoscope.